Donc nous accueillons maintenant Thierry Loiseau, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'unité de catalyse chimie du solide, et responsable du groupe matériaux hybrides, donc à l'université de Lille. Voilà. Il est spécialiste des synthèses et de la caractérisation structurale de carboxylates métalliques, alors à base d'actinide et de lanthanide, ce pas des choses faciles non plus. Étude des formations cristallines des carboxylates métalliques. Voilà, il a reçu le prix Constellium en 2014 et il aide toute la communauté car il est chargé de mission depuis 2014 et ça non plus c'est pas marrant. C'est du travail. Voilà. Merci beaucoup. Bien, merci Cédric. Et je vais vous emmener aujourd'hui là sur la chimie une chimie un peu exotique, chimie des actinides, et leur implication pour l'élaboration et la synthèse de polymères de coordination. Et également, on va regarder comment on peut voir aussi des systèmes à base de clusters, alors pas des clusters métalliques au sens ce qu'a présenté Stéphane, des polyoxo-clusters ou des polyoxo-métallates, à base d'actinides, et qui présentent de très hautes nucléarités. Alors pour commencer, j'aimerais dédier cette présentation à Jacques Livage, c'est sa journée je crois aujourd'hui, même s'il n'est pas revenu, je ne le vois pas en tout cas, mais il ne faut pas le dire, mais je ne peux pas oublier évidemment Clément, qui a pensé à moi pour venir présenter mes travaux, donc je le remercie très chaleureusement, et puis ça me permet aussi de retrouver des anciens collègues que j'ai connus au tout début de ma carrière, puisque j'ai fait une partie de ma thèse avec Francis Tollel au début des années 90, qui était à cette époque chez Jacques. Et puis j'ai eu l'occasion également de passer un an en tant que scientifique du contingent, où j'ai pas mal côtoyé Florence, avec l'installation d'une RMN 300 MHz à l'époque. Voilà. Donc, eh bien, je vais continuer maintenant, je vais commencer ma présentation. Donc, chimie des actinides. Alors, chimie des actinides, eh bien, on va se promener, je dirais, sur la dernière rangée du tableau périodique, ici, à la frontière sud, je dirais, du tableau périodique, où on va voir différents éléments. Et bien, ces éléments vont être caractérisés, donc ce sont des éléments radioactifs qui vont être caractérisés par leur demi-vie. Et évidemment, ils vont se décomposer en deux familles. Des éléments qu'on trouve à l'état naturel, il suffit de voir leur durée de vie, leur demi-vie, connaissant l'âge de la Terre, à peu près 4,5 milliards d'années. Eh bien, on peut voir par exemple l'isotope 238, qui est équivalent à peu près à l'âge de la Terre, et puis le thorium, lui, qui est qui est beaucoup plus abondant sur Terre. Et puis ensuite, eh bien, des éléments artificiels qui ont été, obtenus par action nucléaire, par capture neutronique, c'est-à-dire qu'on va se déplacer vers la droite du tableau périodique. Donc on va aller avec le neptunium, plutonium, américium et curium, où là on a des durées de vie conséquentes, je dirais, à l'échelle humaine, mais évidemment à l'échelle de la Terre, ils ne sont plus visibles. Alors ces actinides, eh bien, hormis leur utilisation, et surtout l'uranium, en tant que combustible nucléaire, donc dans les réacteurs nucléaires, pour la production d'électricité, eh bien évidemment on va les retrouver dans l'environnement, que ce soit au niveau principalement des sites miniers, mais également sur les sites de stockage. Et puis malheureusement, dans le cas d'accidents nucléaires, le dernier en date étant celui de Fukushima en 2011 au Japon. Et puis, bien avant, c'était les premiers tests de bombes atomiques qui se faisaient dans l'atmosphère, et donc évidemment un rejet de ces actinides. Et alors là, on avait toute la palette, un rejet de ces actinides dans l'environnement. Alors c'est une chimie extrêmement riche, ne serait-ce que si on regarde par exemple les états d'oxydation de ces actinides, qui peuvent varier de plus 3 à plus 7, sachant que pour chaque actinide, on va avoir un degré d'oxydation, je dirais, prédominante dans les conditions standards, sous atmosphère ambiante, à savoir par exemple pour l'uranium, on va le retrouver à l'état hexavalent, pour le neptunium en se déplaçant donc vers la droite, pentavalent, plutonium plutôt tétravalent, et je dirais les autres sont plutôt à l'état trivalent. Il n'empêche que, je dirais, dans l'environnement, on peut avoir des conditions où on a des conditions, je dirais, de réduction, notamment dans des systèmes de sol où il y a une activité microbienne assez importante, avec des bactéries avec des propriétés de réduction. Et donc, on va pouvoir trouver des systèmes où on va avoir des états réduits de ces actinides, que ce soit en 3 ou 4. Par exemple, typiquement, l'uranium, on peut l'avoir en 6 ou en tétravalent. Et ça, en fin de compte, quand on regarde un peu les environnements de ces atomes au niveau par exemple, de leur coordination, eh bien, on va avoir deux types de chimie. Une pour les degrés élevés des actinides, que ce soit par exemple l'uranium C+, qui va se retrouver sous forme d'uranyle, avec une configuration
spécifique, c'est-à-dire qu'on va avoir deux liaisons courtes en configuration trans, une triple liaison uranium-oxygène, et perpendiculairement, on va avoir des oxygènes, donc une liaison très courte, de l'ordre de 1,7, 1,8 angstrom, et dans le plan, que ce soit donc un plan tétragonal, pentagonal ou hexagonal, on va avoir des distances beaucoup plus longues uranium-oxygène qui va permettre de faire la condensation, de travailler. Donc ces oxygènes-îles sont en général donc, chimiquement inertes. Donc c'est une chimie qui ressemble un petit peu à celle qu'on trouve dans les métaux de transition. Quand on pense par exemple à la liaison titanyle, vanadyle, donc on a eu les polyoxométallates avec Anne, où on a des molybdyles, des tungstyles. Alors que si on est sur les états réduits, eh bien on se retrouve là à un autre type de polyèdres de coordination, je dirais, qui ressemblent à ceux qu'on trouve dans les lanthanides, soit donc des polyèdres de coordination typiques cubiques, ou antiprismes à base carrée, ou des prismes trigonaux polycapés, donc avec des coordinances qui varient de 8 à 10. Donc c'est en fin de compte ces deux états d'oxydation qui va guider un peu la présentation aujourd'hui, où j'essaie de regarder un peu les interactions avec des acides organiques de type acide carboxylique, avec les différents degrés d'oxydation, que ce soit l'hexavalent en prenant l'uranium uranyle, ou des actinides tétravalents. Et puis également, un cas particulier, on peut stabiliser également de larges clusters donc polyoxo. On a de la liaison métal-oxygène-métal, donc actinide-oxygène-actinide. Donc je vais vous présenter ces différentes illustrations de ce type de composés. Et tout d'abord, donc, un polymère de coordination. Donc, on en a déjà vu des exemples avant dans les exposés précédents. Eh bien, ça, c'est une définition qui s'applique parfaitement aux composés à base d'uranyle, par exemple, où on peut avoir un système monodimensionnel, bidimensionnel, où on va avoir, en fin de compte, des briques d'uranyle, purement inorganiques, qui vont s'associer entre elles par des ponts carboxylates, par des ligands organiques. Donc soit monodimensionnel, bidimensionnel. Alors ça, c'est facilité avec l'uranium, puisqu'on va avoir une liaison privilégiée, favorisée dans le plan du polyèdre. Et puis dans certains cas, on peut également avoir des systèmes 3D, mais voire même des systèmes poreux. Donc là, je vous en montrerai un exemple. Alors c'est une chimie qui est assez riche. Par contre, l'uranium a le bon goût, enfin l'uranium hexavalent a le bon goût en présence, je dirais, de ligands organiques, de cristalliser très bien. Donc il est très facile en fin de compte d'obtenir des cristaux, donc de définir la structure atomique. Donc on avait fait une revue il y a quelques années, on avait déjà recensé plus de 500 carboxylates d'uranyle. Donc c'est une chimie qui est largement explorée. Mais il n'empêche que, je dirais, le premier polymère de coordination, en fin de compte, nous vient d'un exemple industriel, puisqu'il vient d'un procédé, dit le procédé Purex, qui permet, en fin de compte, de précipiter les sources, enfin, précipiter des solutions de plutonium 4+, à l'aide du ligand oxalate. Alors, ce faisant, donc, on précipite, donc on obtient une poudre d'un oxalate de plutonium, poudre parfaitement cristallisée, et quand on regarde la structure de ce composé, eh bien, on a un système type polymère de coordination, donc c'est un composé bidimensionnel où on a les centres plutonium qui sont liés entre eux par les oxalates. Donc ça, c'est un procédé qui est actuellement utilisé par la société Orano, ex-Areva, à l'usine de La Hague, l'usine de retraitement du combustible usé, donc du combustible issu des réacteurs nucléaires. Et il faut savoir que la France est le seul État dans le monde à utiliser ce procédé, c'est-à-dire le seul État à recycler ces actinides. Alors, bien, par exemple, pour le plutonium, je dirais par calcination de cet hybride-là, eh bien, obtenir l'oxyde de plutonium qui peut être ensuite mélangé avec l'oxyde d'uranium pour former ce qu'on appelle le MOX, le mix oxide, et donc ensuite refaire un cycle dans un réacteur nucléaire. Donc, évidemment, l'acide oxalique, c'est un oxyde, je dirais l'oxyde un des plus simples au niveau de la chimie organique. Donc, eh bien, on peut continuer cette exploration en regardant un grand nombre, en fin de compte, de ligands organiques. Donc, c'est ce qu'on a fait à Lille, et notamment, par exemple, quand on prend l'acide militique, donc il y a un acide hexadentate, on a pu, en fin de compte, faire des systèmes mixtes, actinides avec des lanthanides,
où là, on a en fin de compte un ion uranyle qui est lié par pont hydroxo avec un lantane. Alors nous, le lantane, on s'en sert, je dirais, pas pour ses propriétés de luminescence ou magnétique, quoique on pourrait le faire, mais en fin de compte, il nous sert de simulant des transuraniens. Il faut savoir que, par exemple, utiliser l'américium ou le curium, c'est très compliqué en laboratoire au niveau universitaire. Donc on préfère faire d'abord des synthèses avec des simulants pour voir un peu quelles sont les phases, quels sont les composés qu'on obtient. Donc toute une chimie d'exploration. Et puis enfin, une autre chimie qui intéresse également les gens qui travaillent dans l'environnement et sur le devenir des actinides dans les sols, puisque les sols peuvent être composés donc, de matières végétales en voie de décomposition, avec des acides humiques. Par exemple, là, je vous ai montré un dérivé d'un acide humique, l'acide fulvique, où on s'aperçoit que ce sont des composés très riches en aromatiques, avec beaucoup de décoration en acide carboxylique. Et donc, là encore, on essaie de regarder un peu la spéciation, voir les espèces qui se forment avec, alors évidemment, des molécules plus simples, hein, mais voir les différentes espèces qui se forment, par exemple avec l'uranyle, ou des mélanges uranyle avec l'aluminium ou le fer, donc qui sont des éléments qu'on trouve évidemment dans les sols. Alors, je vais vous donner, pour ma part, quelques exemples d'interaction entre des acides carboxyliques et les ions uranyles. Et une des façons de voir un peu cette affaire-là, c'est de regarder un peu l'influence de l'hydrolyse de l'uranium en système aqueux. Et il s'avère qu'il y a déjà des diagrammes de spéciation qui sont bien connus, à savoir que en fonction du pH, eh bien, on peut se retrouver en fin de compte avec un système avec plusieurs briques présentes en solution, à savoir qu'en pH acide, on va avoir des systèmes monomériques, des unités discrètes, et puis au fur et à mesure qu'on va augmenter le pH, eh bien, on va avoir des systèmes de condensation, d'abord des dimères, des trimères, alors évidemment avec différentes configurations, des tétramères, des chaînes infinies, etc. Donc il existe toute une palette, je dirais c'est presque aussi riche que la chimie des silicates, hein, où on a un très grand nombre d'espèces en solution. Donc on peut regarder ce système avec l'ajout d'un acide carboxylique, par exemple cet acide phtalique. Hein. On peut voir l'évolution donc de cette réaction en fonction du pH et en fonction de la température, et construire un diagramme de composition. Et si on part d'une solution claire à pH très acide, eh bien, on peut voir apparaître la cristallisation de composés à température ambiante, donc de composés sous forme de chaîne, où on a de l'uranium comme attendu, hein, sous forme, je dirais, discrète, hein, mononucléaire. En chauffant, on obtient un autre type d'arrangement, cette fois-ci avec des nanotubes, où on a des nanotubes ici avec des systèmes discrets avec 6 centres uranyles qui sont liés là par les phtalates. Et puis, si on augmente le pH, à température ambiante, eh bien, on observe donc la condensation, hein, de cations uranyles, donc on retrouve une forme tétranucléaire de l'uranium. Et si ensuite on continue cette affaire-là en augmentant je dirais, la température, et bien on se retrouvait, par exemple, on a pu mettre en évidence ce mixte, hein, entre cette unité tétramérique et cette unité dimérique. Enfin, si on chauffe, je dirais, à des pH plus basiques, enfin plus importants, et à des températures élevées, on précipite en fin de compte l'oxyde d'uranium qui va incorporer donc, le potassium qui vient en fin de compte de la potasse qu'on a mis comme pour ajuster le pH. Donc ça, on peut multiplier ces cas-là presque à l'infini, hein, il suffit de changer, je dirais, la nature du ligand organique. Et ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, en fin de compte, en fonction de la nature du ligand organique, eh bien, on peut, je dirais, isoler les structures 3D. Donc ça, c'était une des premières qu'on a obtenues là en 2012, où on voit des structures de type MOF, hein, Metal Organic Framework, hein, dans lequel eh bien, on voit des systèmes avec des tunnels, hein, de l'ordre à peu près ici de 8 angstroms. Et je voudrais quand même mentionner un des derniers travaux là, de l'équipe d'Omar Farad aux États-Unis, là, qui a utilisé en fin de compte un ligand tritopique ici, avec des systèmes donc, de groupement benzène avec un certain degré de rotation, qui a mis en évidence la formation de ces cages cubo-octaédriques. Et l'arrangement de ces cages cubo-octaédriques est assez en fin de compte complexe et permet la formation de différentes cages avec différentes fenêtres, hein, que ce soit des fenêtres pentagonales ou hexagonales. Et puis l'arrangement de ces polyèdres va générer une superstructure d'une charpente extrêmement poreuse. Hein. Donc il a appelé le NU 1301.
Alors juste pour vous donner, là c'est pour les cristallographes, hein, on a des paramètres de maille ici assez considérables. Hein. On a des paramètres de maille de 173 angstroms. Bon, là on est dans l'ordre des structures des protéines, avec des cavités internes de 5 à 6 nanomètres. Et puis bon, on peut suivre la porosité par absorption d'azote, hein, avec une mesure BET à peu près de plus de 4 mm² par gramme. Et ce qui est intéressant sur l'isotherme, c'est qu'on voit à chaque marche, en fin de compte, on voit des marches sur l'isotherme qui correspondent en fin de compte à chaque taille de cavité. Produit très bien cristallisé, composé stable sous-air et stable jusqu'à 500 degrés. Donc, je vais en arrêter là pour les exemples avec l'uranium hexavalent. Donc, j'ai passé à la deuxième partie de mon exposé qui concerne plutôt la chimie des tétravalents pour les actinides. Alors, qui dit chimie des tétravalents, en fin de compte, ce sont des acides de Lewis assez forts et qui vont être très sensibles à l'hydrolyse. Et par exemple, si vous prenez une source de chlorure d'uranium 4, hein, 4+, vous le mettez dans l'eau, et bien vous observez directement condensation infinie, c'est-à-dire vous précipitez en fin de compte l'oxyde correspondant, hein, avec une structure typique de fluorine pour cet élément. Et ce qui va être intéressant, en fin de compte, c'est de voir un peu les systèmes intermédiaires où on peut essayer d'isoler des, on appelle ça des clusters, hein, des briques intermédiaires avec différentes nucléarités. Donc c'est ce qu'on a fait en fin de compte en jouant sur différents types de ligands organiques, hein, où on peut passer par exemple d'un système monomérique, un système dinucléaire, trinucléaire, tétranucléaire, alors hexanucléaire, donc ça ressemble à la brique qu'on a vue là précédemment dans l'exposé de Hahn, avec le composé UO66 ou 67, donc là j'y reviendrai plus longuement, voire des chaînes infinies. Et puis également on peut faire des systèmes moléculaires. Donc ça a été initié, ces travaux ont été initiés par Marinella Mazzanti, donc, qui était chercheuse là, au CE à Grenoble et qui est maintenant partie à Lausanne et qui a pas mal contribué au départ donc, de la mise en évidence de ces clusters d'uranium 4 à haute nucléarité. Donc la stratégie de synthèse, là cette fois-ci on a pu travailler dans l'eau, hein, comme vous avez bien compris, je vous dis si on travaille dans l'eau on précipite directement donc l'oxyde correspondant, donc c'est pas très intéressant, on va plutôt travailler en milieu organique. Et on va regarder, en fin de compte, l'addition assez précise d'eau dans ces systèmes. Donc là, on reprend donc, nos acides carboxyliques, une source métallique, donc très souvent sous forme de chlorure. Et puis on regarde ce qui se passe, je dirais, entre la température ambiante et dans des milieux solvothermaux jusqu'à 120-150 degrés. Et on va essayer de voir un peu, juste un exemple, voilà. Par exemple, on va regarder un système donné, hein, qui est par exemple l'addition, hein, de tétrachlorure d'uranium avec cet acide téréphthalique, hein, qui est un acide avec deux pinces carboxyliques, alors dans le DMF, dans le méthylformamide. Et dans un premier temps, donc on a regardé en fonction de la température, on a regardé le système lorsqu'on ne met pas d'eau. Et par exemple, en fonction du rapport ligand sur U, donc sur l'uranium, on voit apparaître deux types de phases. On a mis en évidence deux types de phases. Donc on a pu déterminer la structure assez facilement. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un système mononucléaire, hein, d'uranium, donc des uranium 4+, qui sont liés entre eux par les ligands téréphthalates. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on rajoute l'eau? Alors quand je dis je rajoutais de l'eau, hein, c'est de mol à mol. Hein. Là, on a 2 mols d'eau pour un uranium, 4 mols d'eau, etc. Hein. Et eh bien, on voit apparaître deux autres types de phases. Une qui correspond à une phase qui montre une brique hexanucléaire, donc c'est ce qu'on obtient à des températures plus basses, et une autre en montant en température, où cette fois-ci on a des chaînes infinies d'uranium qui sont liés, donc ces uraniums qui sont liés par des ponts oxo. Enfin, si on met trop d'eau, comme je vous ai dit, eh bien, on précipite, on retrouve le système UO2 et on ne voit pas apparaître ces phases intermédiaires en fin de compte, hein, avec des briques avec une dimension donnée. Alors, on a travaillé pas mal évidemment sur l'uranium, on a travaillé également sur le thorium, là je n'ai pas le temps de vous montrer les exemples. Donc la question après qui nous a titillé un peu, c'est est-ce qu'on peut aller plus loin dans le tableau périodique, hein. Il faut savoir que l'utilisation des actinides dans les laboratoires maintenant est soumise à autorisation, hein, et pour problème de gestion des déchets qui sont repris par l'ANDRA. Mais je dirais, on ne peut pas utiliser en fin de compte ces transuraniens. Donc il a fallu, faire des collaborations avec ça nécessite en fin de compte d'avoir des installations spécifiques pour l'utilisation de ces éléments au-delà de l'uranium.
Donc c'est ce qu'on a fait en fin de compte via un réseau européen, le réseau Talisman, qui permet de mettre en contact des chercheurs. Et notamment, on a travaillé avec un japonais, donc Atsushi Ikeda Ono, qui était à l'époque chercheur dans un centre allemand, qui nous a procuré une source de chlorure de neptunium. Alors évidemment, là, on va travailler sur des toutes petites masses, hein, c'est-à-dire que chaque réaction, alors déjà, là, je vous ai montré des exemples où c'était presque de la combinatoire, on essaye de regarder, de faire varier les différents paramètres. Là, il est hors de question, on fait une ou deux manips dans un système bien connu, et on travaille sur quelques milligrammes à chaque fois de précurseurs de départ, hein, de neptunium. Et donc, on a reproduit ce système qu'on connaissait bien avec l'uranium-4, hein, avec l'acide téréphthalique, et dans des conditions anhydres, eh bien, on a obtenu ces quelques cristaux dont on a pu faire la structure, et on a retrouvé en fin de compte la phase qu'on avait bien déterminée avec l'uranium et également avec le thorium. Donc je répète, en conditions anhydres, on a un système monomérique, hein, monomérique donc pour le neptunium. On a continué donc notre histoire, on a regardé maintenant l'effet de l'addition d'eau, et on s'est retrouvé avec une autre morphologie de cristaux. Là, c'est des petits cristaux là, octaédriques. Donc là, il ne nous a pas été possible de faire la structure sur monocristal. Néanmoins, on a pu obtenir un diagramme de poudre. Hein, c'est un produit extrêmement bien cristallisé qu'on a pu comparer avec son analogue à l'uranium, ici, hein, où on a mis en évidence donc, cette fameuse brique hexanucléaire. Et donc, c'était pour nous la première fois qu'on mettait en évidence à l'état solide cette brique hexanucléaire avec le neptunium-4+. Alors, jusqu'à maintenant, cette brique était observée seulement en solution, et surtout par des études EXAF, mais également avait été observée juste avant nous, là, par un groupe de chercheurs donc du CEA Marcoule, qui, eux, ont accès, je dirais, à ces différents transuraniens, mais qui avait été, donc cette brique NP6 qui avait été stabilisée par une molécule DOTA. Alors, bon, ça a déjà été expliqué, hein, on se retrouve en fin de compte avec cette brique hexanucléaire qui est reliée entre elles par des différents ligands. Alors, les ligands, on peut jouer sur la taille des ligands, évidemment, on peut l'obtenir avec l'acide téréphthalique, mais on peut mettre le naphthalène, biphényl, de façon à agrandir en fin de compte l'espace entre ces unités. Et ce qui est intéressant en fin de compte avec cette structure du type UiO 66, hein, donc 67, 68, ça dépend donc de la nature du ligand, eh bien, c'est que cette brique, en fin de compte, est un peu un invariant des systèmes, je dirais, pour les éléments tétravalents du bas du tableau périodique, hein, puisque, donc, évidemment, il a été d'abord trouvé avec le zirconium, hein, et puis ensuite, il y a eu son petit frère avec l'hafnium, et nous, on a travaillé sur les actinides à l'époque, en 2013-2015, et donc, on a apporté une nouvelle pierre, hein, en expliquant, en montrant le premier MOF transuranien avec le neptunium, hein, ça donnait une couverture dans Chemcom. Et puis entre-temps, il y a eu également une équipe d'Allemands, Norbert à Kiel et puis Dirk de Vos à Leuven, en Belgique, qui a mis en évidence également la même brique, hein, l'utilisation de cette même brique avec le cérium 4+. Donc là, on a toute une palette de composés, en fin de compte, c'est une structure assez flexible, hein, relative à la nature de l'élément qu'on peut incorporer. Alors, je vais juste faire un petit clin d'œil sur cette fameuse brique au cérium, puisqu'en fin de compte, cette brique au cérium, eh bien, c'est quelque chose de bien connu ici, à l'époque, dans le labo de Jacques, hein, puisque j'ai repris en photo l'article, hein, un des premiers articles de François, je pense, hein, je lui ai demandé une copie à l'époque, hein. Là, je vois le nombre P4, je pense que c'est ses premières publications. Alors, je ne sais pas où il est, François, je ne le vois pas. Donc, et en fin de compte, c'était les premiers, en fin de compte, à mettre en évidence cette brique hexanucléaire au cérium, hein, cérium avec 4 ponts oxo, 4 ponts hydroxo. Et donc, sans savoir que 25 ans plus tard, eh bien, on pouvait s'en servir pour, je dirais, faire des MOF. Donc, composé MOF, eh bien, qui dit composé poreux. Donc, par exemple, je vous donne juste là un exemple de mesure de porosité sur un composé au thorium, hein, dans cette structure-là. Donc, on peut avoir des surfaces de l'ordre de 900 m² par gramme, ce qui n'est pas rien. Et vous allez me dire, quelle drôle d'idée également de faire ce composé. Hein, parce que, OK, pour travailler avec les zirconium, bon, ça a été montré, comme je vous ai dit, dans l'exposé d'Anne. On peut mettre de l'hafnium, ça insère du cérium, thorium, donc uranium, voire par exemple du plutonium. Bon, là, il faudrait trouver la bonne collaboration et qui puisse nous fournir une source de plutonium chlorure pour faire ce composé.
Mais je dirais, il y a eu des Américains récemment, là, le groupe de Tsurloy et Chustova en Caroline du Sud, qui ont essayé de montrer qu'en fin de compte, cette matrice peut servir de piégeage, en fin de compte, pour des actinides, et notamment, par exemple, en accrochant, par exemple, un composé au thorium en présence d'une solution d'acétate d'uranyle, eh bien, ils ont montré qu'on pouvait rattacher donc, de l'uranium supplémentaire, hein, ici à la surface du nœud, en jouant sur le fait qu'il peut y avoir des défauts dans ces structures, et donc défauts de structures liés, en fin de compte, à des ligands manquants, mais également simplement par échange cationique. Ici, on a la structure purement uranium qui, en présence d'une solution de tétrachlorure de thorium, eh bien, on peut observer un échange jusqu'à 90-95% des nœuds hexanucléaires. Donc, ça peut être intéressant, en fin de compte. Il propose une voie d'application de ces matériaux. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 5 minutes. Bon, alors je vais finir assez rapidement là par donc un autre type de composé. Là, on est sur des systèmes plutôt moléculaires, qui est également une spécificité de ces systèmes à base d'actinides. Alors, pourquoi regarder un peu ces systèmes moléculaires à l'échelle nanométrique? Eh bien, en fin de compte, c'est toute une problématique liée à l'environnement, liée, je dirais, à la migration, au devenir des actinides dans les sols. Et il s'avère que, par exemple, si on prend de l'uranium 6+, qui est classique, je dirais c'est le degré stable, et qu'on regarde un peu son devenir, sa migration dans les sols, eh bien c'est un système qui est très soluble dans l'eau, donc il va pouvoir migrer assez loin. Mais s'il rencontre cet uranium, un système où on a des bactéries qui ont des propriétés de réduction, eh bien on va observer la réduction de l'uranium 6 en uranium 4. Et là, l'uranium 4 est beaucoup moins soluble, et là on va avoir des points de fixation, en fin de compte, de l'uranium dans ces sols. Donc il est intéressant de connaître un peu les mécanismes et puis savoir un peu les structures de ces affaires-là. Donc ça, c'est des systèmes qui sont visibles, par exemple, sur des sites pollués, donc sur des sites industriels, par exemple à Hanford aux États-Unis, ou des sites où il y a eu des accidents nucléaires comme à Tchernobyl. Alors, si on regarde un peu l'activité un peu de ces fameuses bactéries, en fin de compte, donc il y a eu des expériences là reportées en 2002 par un groupe japonais, où on voit à la surface de ces bactéries, donc avec des propriétés de réduction, et bien on voit la formation, vous voyez en orange ici, formation de nanoparticules avec des tailles de l'ordre de 1,5, 2,5 nanomètres. Donc nous, on a essayé de regarder un peu si on ne peut pas obtenir la structure de ces nanoparticules et voir s'il n'y a pas des moyens d'obtenir des clusters polyoxo de ces tailles-là. Et pour cela, on a mis en évidence plusieurs voies, on a travaillé plusieurs voies, mais une qui, je dirais, s'appuie un peu sur la littérature et quelque chose qui est encore bien connu ici au laboratoire. Quand on prend par exemple des alkoxydes de métaux tétravalents, titane, zirconium, etc., qu'on travaille dans l'alcool, eh bien, on peut mettre en évidence la formation de clusters, et notamment des travaux de groupes chinois, des années, donc il y a quelques années, qui ont mis en évidence, par exemple, ces clusters géants, là, TI22, TI42, avec des systèmes chimiques relativement simples. Ils sont juste partis d'un isopropoxyde de titane, acide formique, de l'isopropanol comme solvant, et ils ont chauffé ça quelques jours à 100 degrés. Donc nous, on est reparti un peu de cette recette-là. Évidemment, on n'est pas parti de l'isopropoxyde, on n'avait pas la source d'isopropoxyde d'uranium. On est parti d'une source de chlorure d'uranium. On a rajouté un acide carboxylique, ici l'acide benzoïque. On a travaillé dans l'isopropanol, donc on a chauffé le tout pendant un jour, et on a eu, je dirais, la chance d'obtenir ces magnifiques cristaux octaédriques là, de couleur orange-brun, dont on a pu faire la structure. Et il s'avère que c'était une structure à base donc, de système moléculaire qui comprend 38 centres uranium. Et quand on regarde un peu plus précisément je dirais, la structure, en fin de compte, on a un cœur dit cœur fluorine. On a l'uranium en coordination 8 cubique et qui est chapeauté, qui est décoré par des sous-unités tétramériques, où là, on a l'uranium qui est en coordination 8, mais en coordination antiprisme à base carrée. La question est de savoir, en fin de compte, si on forme des ponts oxo, là, uranium, oxo, oxygène, uranium à l'intérieur de cette brique centrale, de cette UO2, d'où vient l'eau? Parce qu'on a travaillé, vous voyez, le système, il n'y a pas d'eau du tout. On travaille en boîte à gants, système sans oxygène, sans eau. Et donc ça a été, on a essayé de regarder un peu cette question-là. Et en fin de compte, on a regardé par Hermène du proton la solution surnageante au-dessus de notre mélange.
Alors, en bleu, ici, vous avez le système avant réaction, hein, sans ajout du CL4. Donc, on retrouve les pics RMN classiques, je dirais l'isopropanol, acide benzoïque, rien d'extraordinaire. Mais dès qu'on rajoute UCL4, notre source d'uranium, et qu'on chauffe à 100 degrés, bah, vous voyez apparaître ici là, des nouveaux pics, ici, en fin de compte, qui, en fin de compte, s'apparentent à une nouvelle espèce organique. Et en fin de compte, on fait une simple réaction d'estérification. Évidemment, réaction d'estérification, eh bien, on a notre source d'eau. Donc, c'est ce qui va, en fin de compte, piloter la réaction pour la formation de ce cluster U38. Donc évidemment, on peut regarder en fonction du temps. On voit qu'en fonction du temps, eh bien, on a un rendement de cristallisation qui augmente. Et puis également, on peut regarder en fonction de la température. Donc là, c'était des réactions effectuées à 100 degrés. Donc à peu près à 8 heures, on observait les premiers cristaux. Si on augmente la température, eh bien, on augmente la cinétique. On voit les premiers cristaux après 1h30. Par contre, si on diminue la température, on voit ces cristaux se former après 3-4 jours à 80 degrés. Une semaine 70 degrés, puis vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe si on est à température ambiante? Eh bien, à température ambiante, on a complètement autre chose. On a une autre forme de cristaux, on a des petits cristaux verts, là, en forme de losange, dont on a fait la structure. Et on se retrouve avec un système dinucléaire, cette fois-ci, où là, on se retrouve avec l'uranium qui, lui, se retrouve avec tous ces éléments, tous les éléments qu'on a mis au départ, des benzoates, l'isopropanol, le chlorure, mais il n'y a pas de pont oxo entre les deux uraniums. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la réaction d'estérification est beaucoup trop lente et ne permet pas la formation donc de ce cluster géant là, 838. On a continué un peu nos investigations, on a essayé de regarder par Sachs, toujours cette solution surnageante, pour essayer de voir si on n'avait pas soit ce système dinucléaire, soit ce système U38 présent déjà en solution avant cristallisation. Donc ici, vous avez en rouge ici les données expérimentales. Et il s'avère qu'aucun de ces deux espèces ne fit vraiment avec les données expérimentales. Donc on a essayé de regarder d'autres espèces possibles connues, et dont notamment cette espèce hexanucléaire, et il s'avère que cette espèce hexanucléaire fit parfaitement avec les données expérimentales. À savoir qu'en solution, en fin de compte, on a l'existence de cette brique hexanucléaire, mais qu'à l'état solide, on forme l'U38. Donc on peut, je dirais, définir ce schéma réactionnel. Donc quand on met l'eau, je vous ai dit, directement, on précipite UO2. On ne chauffe pas de réaction d'estérification, on met en évidence ce système dinucléaire d'uranium. Et évidemment, si on permet l'estérification, la production très lente d'eau, production contrôlée d'eau, eh bien on se retrouve avec un système où on permet la condensation, via peut-être donc cette brique intermédiaire U6 pour la formation de l'U38. Donc je vous avais parlé là, donc ce composé U38, eh bien, il existe avec l'uranium, il a déjà été avant, trouvé avec le plutonium quelques années avant, et il s'agissait de voir ensuite si on pouvait reproduire ces mêmes réactions avec le neptunium. Donc c'est ce qu'on a fait toujours avec nos collaborateurs là, à Dresde. Et donc, on a pu reproduire deux types de clusters, avec le système avec l'isopropanol, et puis un autre qu'on avait défini avant, là c'était dans la thèse de Clément Falaise, avec des systèmes benzoates et dans le THF. Donc, on a pu reproduire, ces systèmes à l'équivalent. Et ainsi, on a pu mettre en évidence, en fin de compte, sur cette série d'actinides tétravalents, uranium, neptunium, plutonium, la formation de ces clusters. Alors, à savoir pour l'instant qu'avec le thorium-4, il n'a pas été possible pour le moment d'obtenir des clusters aussi gros, puisqu'il semble que la chimie des clusters avec le thorium soit plutôt limitée à des bas degrés de nucléarité. On est sur des systèmes entre 8 et 10 atomes de thorium. Et enfin, si je reprends mon histoire avec mes bactéries, en fin de compte, on se retrouve avec des tailles de nanoparticules, où là, ça a été mesuré, par exemple, de 1,3 à 2,5. Là, on est sur des tailles de 1,6 nanomètres. Et en fin de compte, ces systèmes, en fin de compte, nous donnent une idée, en fin de compte, des germes précurseurs à la formation donc, de cette uraninite, cet oxyde d'uranium. Donc, je ne sais pas, j'ai terminé, je pense, là. Presque. Oui, donc je vais conclure. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de chimie avec les actinides, avec des acides organiques, avec des acides carboxyliques, que ce soit pour des systèmes pour former des systèmes de polymères de coordination, mais également des systèmes de clusters moléculaires. Et j'aimerais terminer donc cette présentation en remerciant tous mes collaborateurs
notamment ces trois thésards là, Nicolas Martin, Clément Falaise et Maxime Dufay, qui ont pas mal travaillé là-dessus. Clément maintenant qui est à Versailles, qui a eu la chance d'obtenir un poste de chargé de recherche à Versailles, Institut de la Voie de Versailles. Et puis mes collaborateurs, Sylvain Duval, Natacha Henry, Christophe Volcringer, et puis également mon collaborateur japonais qui maintenant a quitté l'Allemagne, qui est reparti dans son pays natal et qui travaille à l'équivalent du CEA, mais au Japon. Donc je vous remercie pour votre attention.